Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'évoquer aujourd'hui dans C'est bon pour la santé, le MAG, une fonction si vitale et cruciale que nous y consacrons environ le tiers de notre existence. La nuit, bien sûr, mais également et incidemment quelques moments volés de somnolence diurne. Et pour notre malheur, non seulement nous ne dormons actuellement plus assez, j'espère que le docteur Serge Rafal a fait une bonne nuit, 7 heures par nuit en moyenne, soit 1h30 de moins qu'il y a une cinquantaine d'années, mais d'un sommeil de moins bonne qualité pour environ un Français sur 5, sur 4, sur 3 selon les études, c'est beaucoup en tout cas. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux, très heureux d'accueillir un spécialiste du sommeil et de la récupération, Mathieu Nedelec, bonjour. Bonjour. Avec, vous êtes docteur en sciences, chercheur en physiologie de la performance à l'INSEP, l'établissement d'excellence, c'est l'usine à champions qui est située dans le bois de Vincennes, pour un original ouvrage, un bienvenu ouvrage, Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs. On va voir de quels sportifs nous parlons, ils sont certains très connus et puis d'autres un petit peu moins, mais c'est fort passionnant. Et c'est un ouvrage paru aux éditions Vuibert, une préface de Michel Simès. Première partie, c'est l'entretien avec le docteur Serge Rafal. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Monsieur Nedelec, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir car votre expérience est unique et incomparable. Vous avez toujours baigné dans le monde du sport. Vous avez été préparateur dans le foot professionnel au Glasgow Rangers, puis au LOSC. Vous avez, il y a 8 ans, rejoint l'INSEP comme chercheur sur le sommeil et l'optimisation de la performance. Et vous vous occupez par principe d'une population pour qui la qualité du sommeil est absolument essentielle, puisqu'elle peut, nous allons le voir, favoriser la victoire ou précipiter la défaite. La frontière est parfois très, très, très ténue. Et de votre expérience avec les grands champions, dont on comprend aisément qu'ils puissent mal dormir à l'approche ou à la veille d'une compétition importante, peut-être même les JO à Paris, vous proposez un ensemble de conseils et stratégies applicables pour tous, même les sportifs du dimanche, Nicolas et moi, permettant de se réconcilier ou d'amadouer cette fonction éminemment fragile qu'est le sommeil. Alors vous avez votre ouvrage qu'a montré Nicolas est exhaustif, mêlant études scientifiques et témoignages. J'ai opéré un choix arbitraire, laissant à nos auditeurs le plaisir de découvrir l'ensemble pour nous, les humains. Avant de profiter de votre expérience auprès de ces Formule 1 que sont les athlètes de haut niveau et d'extrapoler à nous autres, voyons vos réponses à quelques questions générales indispensables. À quoi ça sert le sommeil ? Alors, le sommeil, ça sert avant tout à récupérer la journée qui vient de s'écouler. Une récupération à la fois physique, psychologique, en fonction des différents stades de sommeil. Et puis, ça sert aussi à se préparer pour la journée qui vient. C'est vraiment une complémentarité entre la journée et la nuit qui s'opère. Vous donnez des comparaisons étonnantes. Vous dites que le manque de sommeil est aussi dangereux que l'alcool. 17 heures de veille, c'est l'équivalent de 3 verres de vin. 24 heures de veille, c'est une bouteille. Oui, effectivement, lorsqu'on analyse effectivement les résultats de ces études de privation de sommeil, où on enchaîne les heures de veille, on se rend compte effectivement que les fonctions cognitives sont particulièrement impactées, altérées. Et effectivement, en termes de temps de réaction, de prise de décision, on constate un effondrement assez rapide de ces facultés cognitives. Vous dites privation de sommeil, il est impossible de dépasser 72 heures, c'est ça ? Alors effectivement, ça va très vite. Je pense que la majorité d'entre nous a déjà fait l'expérience d'une nuit blanche et on sent bien que la journée suivante c'est très, très compliqué. peut être très difficile. Alors il y a quelques expériences qui ont été menées, par exemple aux États-Unis dans les années 60 où il y a un record qui avait été établi de 11 jours successifs sans dormir. Dans quel état ? Mais effectivement, c'était dans le cadre d'une étude expérimentale où la personne avait simplement de mémoire à rester éveillé en jouant aux cartes ou autre.
Donc effectivement, c'était relativement sous contrôle, mais bon, avec des conséquences multiples et variées du type irritabilité, agressivité, hallucination notamment. Confusion, oui, qui sont décrites parfois par les navigateurs solitaires. Effectivement, les navigateurs, certains ultra-trailers aussi en parlent. Effectivement, les hallucinations, c'est quelque chose qui peut aussi arriver assez vite. Oui. Quelle est la durée optimale du sommeil ? Alors, il y a des recommandations qui existent pour la population générale. Et ces recommandations, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par cycle de 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose de bien établi en ce qui concerne la quantité. Et puis, on a aussi différents indicateurs qui existent pour la qualité de sommeil. Mais voilà, 7 à 9 heures, c'est quelque chose de bien établi. Vous dites, les Australiens ont montré que la possibilité d'avoir un accident augmente de 30% pour les personnes qui n'ont dormi que 6-7 heures par rapport à celles qui ont dormi 8 heures. Oui, on revient sur la question précédente, ne pas suffisamment dormir, même de manière aiguë, de manière chronique, ça va effectivement, encore une fois, impacter nos fonctions cognitives. On va mettre plus de temps à réagir, on va pas forcément prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi, par exemple, pour la sécurité routière, de s'intéresser au sommeil tout simplement des conducteurs. Quelle est l'architecture du sommeil ? C'est la même pour tous ? Alors un sommeil sain, ça s'organise en 2 parties principales. C'est des cycles de combien de temps ? Alors les cycles, ça va être approximativement 90 minutes. Ça va un petit peu fluctuer au cours de la nuit, ça dépend aussi un petit peu des personnes. Mais c'est vrai avec l'âge après, ça fluctue ou pas ? Effectivement, c'est plus l'architecture du sommeil et le temps qu'on va passer dans les différents stades qui va évoluer, notamment avec l'âge. Alors, on fait combien de cycles par nuit ? Ça dépend. Donc voilà, effectivement, ça dépend de la longueur de votre nuit, mais on va faire 4, 5, 6 cycles de environ 90 minutes avec une organisation typique d'un cycle, avec tout d'abord du sommeil lent léger. Donc on parle des stades N1, N2, puis un stade de sommeil qui est important pour cette récupération notamment physique, le sommeil lent profond, le stade N3. C'est celui-là, quand on vous lit, c'est celui-là qui est important. Effectivement, et d'autant plus pour la récupération physique des sportifs. Effectivement, ce sommeil lent profond, il est aussi intimement lié à la dépense énergétique qu'on va avoir au cours de la journée. Il va permettre de récupérer de cette pression de sommeil qu'on a accumulée au cours de la journée. Donc le stade N3 qui précède donc le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal qui est principalement le stade de sommeil où l'on rêve et qui permet de terminer un cycle de 90 minutes. Et il est très très important, ce sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est également fondamental, plus j'ai envie de dire on reproche aux médicaments finalement d'agir sur ce sommeil, de supprimer ce sommeil paradoxal et qui fait aussi leur danger. Effectivement, il va avoir une importance, ce sommeil paradoxal, notamment sur la récupération psychique, la régulation des émotions. Il y a beaucoup de choses qui se rejouent là dans ce stade de sommeil. Il faut rêver pour aller bien le lendemain. Effectivement, il faut rêver pour aller bien, il faut rêver pour bien apprendre, pour bien mémoriser. Et puis aussi, pour réguler ces émotions, c'est un peu cette fonction de catharsis aussi, ce sommeil paradoxal. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Vous pouvez nous dire un mot sur le cycle veille-sommeil avec quelques mots sur l'horloge biologique. On a une horloge dans l'organisme. Oui, effectivement. Et c'est vrai que l'une des erreurs fréquemment commises, c'est vraiment de considérer de manière disjointe ma journée et puis ma nuit de sommeil. Et c'est vraiment une complémentarité entre les deux qui se joue. Et c'est vrai que pour prendre soin de son sommeil, c'est important aussi de prendre soin de sa journée, de la qualité de sa journée. Et puis effectivement, on est avant tout calé sur une alternance du jour et de la nuit, cette fameuse horloge biologique qui dicte la plupart des grands rythmes de notre organisme. Et elle se base vraiment sur cette alternance du jour et de la nuit. Il y a des moments où on est plus performant. Là, vous expliquez qu'aux Jeux d'Athènes, aux Jeux de Pékin, les temps sont meilleurs de 0,32% dans l'après-midi que le matin. On connaît tous les difficultés qu'ont les athlètes avec les qualifications quand elles sont matinales. Effectivement, ça va aussi dépendre du chronotype de chaque individu. Donc, est-ce que vous êtes plus du matin? Est-ce que vous êtes plus du soir? Et effectivement, ce chronotype va déterminer des fenêtres de performance au cours de la journée. Donc, il y en a grosso modo 2 dans la journée, une plutôt en fin de matinée et une plutôt en fin de journée, mais elles peuvent être décalées de quelques heures en fonction justement du chronotype. Et puis ce chronotype, il va aussi déterminer les horaires préférentiels de sommeil. Toutes nos heures de sommeil ne se valent pas, et effectivement, il y a quelques heures de sommeil au cours de la nuit qui sont particulièrement récupératrices parce que particulièrement riches en sommeil lent profond.
et c'est celles sur lesquelles il faut surfer au maximum pour avoir un sommeil récupérateur. Vous avez évoqué un terme qui est important, qui est le chronotype. Alors quand on est du matin ou quand on est du soir, c'est très très difficile de passer d'une catégorie à l'autre, non ? Effectivement, c'est en grande partie déterminé génétiquement, le chronotype. Voilà, on peut voir quelques évolutions, j'ai envie de dire, à la marge, en fonction de l'heure à laquelle vous allez avoir vos activités physiques, cognitives. Mais c'est vrai que voilà, une personne typiquement du soir ne deviendra pas au cours de sa vie du matin, même si elle fait énormément d'efforts pour se mettre en action tôt le matin, chaque matin. Vous dites qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chronotype, chacun son rythme, mais les chronotypes du soir, ils sont désavantagés, quoi. L'important, c'est de le connaître, de s'adapter dans la mesure du possible, voire de choisir son activité professionnelle aussi en fonction de son chronotype. On ne peut pas toujours, mais par exemple, pour un chronotype du soir, c'est plus aisé, évidemment, de travailler la nuit, d'être travailleur de nuit qu'un chronotype du matin. Donc ça, je pense que connaître son chronotype, effectivement, ça peut amener à faire des choix importants dans sa vie. Après, dans votre ouvrage, on se rend compte, donc, vous établissez avec les athlètes un agenda de sommeil et puis un questionnaire sur l'hygiène de sommeil. On va y revenir tout à l'heure. Alors, parmi les solutions, vous dites bien manger pour bien dormir. Donc ça, c'est une règle essentielle. Effectivement, j'évoquais tout à l'heure la lumière, qui est le synchroniseur numéro 1 de l'horloge biologique. Mais la nutrition joue également un rôle important à ce niveau-là. L'heure à laquelle vous allez prendre vos repas va également plus ou moins bien synchroniser votre horloge biologique. Et puis la composition de vos repas, et notamment du repas du soir, peut aussi favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Vous expliquez, là, il y a un chapitre qui s'appelle « Les mauvaises habitudes à oublier ». Alors, les principales mauvaises habitudes, vous dites qu'il faut essayer de ne pas petit déjeuner tard et dîner tard. Ça c'est vraiment en tête. Effectivement, il y a quelques études qui ont été menées en chronobiologie qui ont montré qu'effectivement, petit déjeuner tôt et surtout dîner tôt, c'est effectivement un facteur de protection du système cardiovasculaire. Oui, si on en revient à la question... les chiffres que vous donnez sont étonnants. Vous dites lorsque le dernier repas est pris après 21 heures, le risque de maladie cérébro-vasculaire augmente de 8% par heure. Alors effectivement, c'est en partie lié à l'impact que va avoir un dîner tardif sur la qualité de sommeil. Finalement, manger trop tard et encore plus manger copieusement et tardivement le soir, ça va générer effectivement un processus digestif qui va prendre un certain temps. Alors que vous êtes endormi, votre processus digestif se poursuit. Ça peut potentiellement aussi augmenter la température corporelle, alors qu'une diminution de température favorise l'endormissement. Donc effectivement, ça peut venir impacter la qualité de votre sommeil et rendre votre sommeil finalement moins récupérateur. Vous parlez là de l'activité physique. Alors ça, c'est une notion nouvelle que j'ai trouvée dans votre livre, parce qu'effectivement, on expliquait aux patients qu'il valait mieux éviter les activités physiques le soir. Et vous dites, non, on peut très bien avoir une activité physique 2 heures avant le coucher sans que ça perturbe le sommeil. Effectivement, si je reviens sur la question du chronotype, ça peut dépendre du chronotype, c'est-à-dire que potentiellement, une activité tard le soir va plus impacter le sommeil d'un chronotype du matin qu'un chronotype du soir. Ça, c'est un premier élément. Mais toujours est-il que sur le long terme, et j'ai envie de dire à l'échelle d'une vie, vous serez toujours gagnant à avoir une activité physique régulière, même si elle est pratiquée tardivement le soir, si c'est votre seule opportunité, parce qu'elle va vraiment favoriser... Vaut mieux la faire tard que pas la faire du tout. Voilà, exactement. Elle va favoriser l'aspect récupérateur de votre sommeil. Les personnes qui sont actives régulièrement ont une proportion de sommeil lent profond plus importante que les personnes sédentaires ou très peu actives. Alors, créer un environnement favorable au sommeil, alors c'est une problématique, vous expliquez, qui est peu connue et peu documentée. Et c'est vrai qu'on a souvent de grosses difficultés à dormir hors de chez soi, surtout la première nuit. Oui, effectivement, c'est un phénomène bien connu, celui du First Night Effect. C'est un héritage de nos lointains ancêtres. Le fait finalement d'être dans un environnement qu'on ne connaît pas, inconsciemment, il y a des choses qui se jouent dans notre cerveau et on n'arrive pas forcément à atteindre un état de relaxation suffisant pour notamment plonger et passer du temps dans ce sommeil lent profond. C'est étonnant, là, vous dites qu'il y a la moitié du cerveau qui reste en état d'éveil et il est réveillé au moindre bruit d'ailleurs.
Alors effectivement, ça va pas forcément être ce sommeil hémisphérique qu'on retrouve notamment dans le règne animal, mais c'est vrai que classiquement, c'est quelque chose qui se passe. Voilà, le cerveau reste dans un état de vigilance supérieur à ce qu'il est lorsqu'on est tranquillement installé dans sa chambre et dans un environnement familier en tout cas. Alors, vous proposez des petites astuces qui sont simples, mais que manifestement, elles sont importantes. Un objet qu'on apporte de chez soi, c'est important pour... On voit de temps en temps les athlètes avec un doudou, une poupée, on se demande pour quelle raison, c'est probablement pour ça. Ouais, effectivement, hein, c'est des conseils que je propose aux sportifs qui sont amenés à régulièrement voyager. Hein. Pour certains d'entre eux, c'est 150 nuits et jours par an à l'extérieur de chez eux. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est impactant et loin d'être anodin sur leur sommeil. Vous en parlerez, je crois, tout à l'heure avec Nicolas, chez les athlètes, en particulier chez les tennismen, quoi, qui vont de l'Est à l'Ouest, voilà, il y a certains sports, sans arrêt. Ils changent de surface, ils changent de méridien. Enfin, de continent, ouais, tout à fait, c'est impactant. Ça, c'est très, très impactant. Donc, on dira peut-être un mot sans évoquer toutes les problèmes de décalage horaire. Mais on reste donc sur le rituel. Vous dites c'est important d'avoir un rituel. Alors, on voit ça chez les enfants, mais chez les adultes, vous conseillez ça aux athlètes? Oui, effectivement, le rituel, finalement, il va inconsciemment renseigner notre cerveau sur le moment où on se situe dans la journée et puis surtout le fait que l'heure du sommeil approche progressivement, en fait. Et je pense que voilà, notre cerveau, il a besoin de repères relativement simples et très réguliers que l'on va progressivement renforcer pour finalement favoriser cette période, cette approche du sommeil et de l'endormissement. Comment vous faites chez les athlètes là, qui utilisent quand même beaucoup les réseaux, là, d'essayer de supprimer dans la chambre à coucher le téléphone portable? Je pense que c'est aussi pour eux un entraînement finalement, un entraînement à bien dormir. Et un grand nombre d'entre eux sont désireux effectivement de développer ces routines, ces stratégies, ces rituels, de les tester, d'éprouver leur efficacité. Et finalement, effectivement, ça leur permet, une fois pratiqué régulièrement, d'être quelque part équipé, notamment avant une compétition à fort enjeu où il peut y avoir effectivement un stress pré-compétitif très important. J'ai ma stratégie, j'ai ma routine qui fonctionne bien et qui quelque part rassure. Comme on a insisté tout à l'heure sur le duo lumière, enfin sur l'importance de la lumière, vous insistez beaucoup sur le fait de dormir dans le noir complet. Vous dites donc pour les athlètes, il faut évidemment qu'ils aient un système protecteur, de dormir avec un masque et voyager avec une pince qui permet de fermer les rideaux. Enfin, vaut mieux être dans l'obscurité la plus complète, c'est ça? Oui, effectivement. Même les paupières closes, on continue de percevoir la lumière, même une lumière très peu intense. Donc effectivement, pour s'assurer un sommeil continu et récupérateur, il est préférable de dormir dans une pièce la plus obscure possible. Alors, se détendre avant d'aller se coucher, on ne va pas le développer, c'est quelque chose qu'on a fait. Les techniques de relaxation, donc maintenant, sont entrées dans toutes les équipes, dans toutes les compétitions. Tous les athlètes, là, maintenant, font de la relaxation, quasiment. C'est des stratégies qui existent. Elles conviennent à certains, d'autres sont moins répondants. Mais je pense qu'elles ont le mérite d'exister. Et puis, c'était l'objectif aussi avec cet ouvrage de présenter toute une panoplie de stratégies et d'être en mesure, finalement, de faire un choix éclairé sur celles qui nous conviennent le mieux. Alors, quelques coups de pouce éventuels. Donc, ça, c'est des choses qui me semblent nouvelles et importantes, à la fois chez les sportifs et chez les non-sportifs. S'entraîner à la privation de sommeil. Oui, il y a quelques rares études qui se sont intéressées, notamment dans le milieu de l'ultra-endurance, à l'intérêt, effectivement, de s'entraîner à la privation de sommeil. Donc voilà, ça reste une stratégie débattue, mais effectivement, peut-être que une personne qui, dans une logique de compétition et de performance, s'habituerait à être en privation de sommeil, vivrait mieux en situation de compétition, le fait d'être exposé à ce manque de sommeil. Sauf que vous dites, on ne devient pas plus résistant au manque de sommeil qui reste un besoin vital. Effectivement, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers des stratégies plutôt d'extension de sommeil en prévision d'une privation pour effectivement mieux vivre cette période particulière de manque de sommeil.
Expliquez-nous, alors le sleep banking, là, qui est intéressant pour les athlètes, et puis peut-être pour un homme d'affaires ou pour quelqu'un qui voyage et qui a besoin d'être lucide à son arrivée. Bah effectivement, je pense que plusieurs professions peuvent être concernées, notamment aussi dans le domaine médical, hein. Effectivement, en prévision d'une période de manque de sommeil et de restriction de sommeil, l'objectif, c'est de stocker. Voilà, il y a des protocoles qui durent seulement une semaine. Mais comment on Finalement, fait pour stocker du sommeil? alors stocker, ça va passer par s'organiser pour passer déjà plus de temps au lit. Et en général, on se rend compte que le temps total de sommeil effectif, il augmente de manière sensible. Parfois, c'est 1 heure jusqu'à 1h30 dans certaines études. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va en retirer des bénéfices ultérieurement et persistants dans le temps, une fois qu'on va être soumis à cette phase de réduction et de restriction du temps de sommeil. Donc, il y a des effets persistants qui peuvent durer jusqu'à 10-12 jours après la fin de l'extension de sommeil sur, encore une fois, la performance cognitive et la performance psychomotrice. Stephen Curry avait parfaitement dormi la veille de la finale des JO, là, parce que tous ces tirs à 3 points du milieu du terrain, c'était vraiment très impressionnant à regarder. Alors je ne sais pas comment il avait dormi exactement la nuit qui précède, mais toujours est-il que les grands champions ont pour habitude effectivement de prendre soin de leur sommeil et puis surtout d'en prendre soin tout au long de la saison et même pour les plus performants tout au long de leur carrière. Alors, on n'a pas dit un mot de la sieste. C'est quelque chose d'important, la sieste pour les sportifs professionnels. Oui, il y a beaucoup d'études qui voient le jour sur l'intérêt de la sieste, en particulier aussi pour compenser des nuits de sommeil qui ne sont pas toujours satisfaisantes d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Donc effectivement, des siestes, qu'elles soient flash, juste quelques minutes ou plus longues. Expliquez-nous cette sieste flash de quelques secondes qui permet quand même de récupérer. Ouais, effectivement, la sieste flash, elle va avoir un intérêt notamment sur le système immunitaire. C'est un sommeil lent quand même, c'est un sommeil lent. C'est un sommeil lent léger. C'est vraiment le tout début et c'est vraiment du temps passé en N1, N2. Après il y a une sieste plus connue micro-sieste, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. La sieste du navigateur aussi, qui dure un petit peu plus long et qui est inférieure à 30 minutes en général, 20 à 30 minutes. Où là, si en plus on est en manque de sommeil, on va même faire quelques minutes de sommeil lent profond. Et c'est vrai qu'elle va apporter un aspect rafraîchissant, récupérateur qui va être précieux. Bon, donc on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de stratégies pour basculer dans un sommeil serein et de qualité. Alors, vous vous expliquez, on ne devient pas champion olympique du jour au lendemain et on ne devient pas non plus bon dormeur du jour au lendemain si on ne l'est pas. Voilà, on reprend cette discussion après la pause. Bien évidemment, n'est pas heureux toute personne qui ne sait pas bien dormir dans sa chambre, disait Pascal. Vous nous donnerez peut-être en deuxième partie votre constat. Est-ce que le président Emmanuel Macron dort assez ? On verra ça dans la deuxième partie, on sortira peut-être du cadre un peu, parce que finalement, il faut être un grand sportif. Est-ce qu'on peut citer la co-autrice du livre, Alix Lefief-Delcourt? C'est Mathieu Nédélec qui est avec nous pour Dormez mieux grâce au secret des grands sportifs, une préface de Michel Simès. On se retrouve pour la deuxième partie dans quelques instants avec des questions pratico-pratiques. Tiens, Jean-Jacques Goldman, La nuit. La nuit t'habille dans mes bras. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. De retour pour la deuxième partie de C'est bon pour la santé, le MAG. On est en compagnie du docteur en sciences, Mathieu Nedelec, chercheur à l'INSEP. Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs. Écrit avec Alix Lefief Delcourt. Pourtant, j'ai fait une bonne nuit. J'écorche un peu, mais j'ai fait une très bonne nuit. Préface de Michel Simès. Voilà, on se balade bien au milieu. On va se balader maintenant au milieu d'exemples. Mais à la fin de la première partie, vous parliez de la sieste des grands sportifs. On a quand même conscience que en France, je parle pas pour les grands sportifs, mais pour les grands sportifs que sont les salariés des entreprises, il n'y a pas la sieste aujourd'hui, la sieste obligatoire quand nous étions petits. On a l'impression que c'est devenu quelque chose de quasiment impossible à mettre en place. Pourtant, ce serait pas mal de faire une petite sieste de récupération comme on peut le voir en Asie ou dans les grandes boîtes en Californie, du côté de la Silicon Valley, faire 15-20 minutes de repos avec les yeux bien dans le noir et dans une petite bulle, dans un cocon. Pourquoi on n'arrive pas à mettre ça en place ? Oui, vous avez raison, c'est éminemment culturel, la place de la sieste. Il y a des pays pour qui c'est même inscrit dans le code du travail. Donc, on a l'impression qu'en France, c'est venez travailler, mais vous n'êtes pas payé pour dormir 15 minutes. Il y a quelques essais qui voient le jour dans certaines entreprises, mais vous avez tout à fait raison, la place aurait... Mais c'est des entreprises américaines. D'après ce que j'ai entendu, pour ne pas les citer, avec la Pomme, installée à Paris, les gens ont le droit à 15-20 minutes de sieste le midi. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose, puisqu'il y a aussi plusieurs études qui mettent en évidence l'intérêt de quelques minutes de sieste, notamment sur la créativité. Vous citez Johann Schreub, qui était champion d'Europe, qui est médecin, je crois maintenant, qui doit avoir terminé ses études et pour qui c'était vraiment très très important. Il explique qu'il avait besoin de s'endormir même à la bibliothèque quelques minutes pour précisément mettre ses idées au clair et améliorer son attention, la concentration, la mémoire. Oui, effectivement, il pratiquait la sieste, notamment lorsqu'il avait ce double projet, projet de formation et projet de performance. Mais effectivement, la sieste, dans le milieu professionnel ou dans le milieu sportif, elle a tout son intérêt. Bonne idée, Serge Rafal, qui nous invite à parler des grands sportifs, puisque c'est le titre de cet ouvrage, Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs. L'exemple de Ronaldo, le footballeur portugais, pas brésilien. Sa carrière qui atteint... À présent, des sommets de longévité. Après, il a presque 40 ans, il est né en 87, je crois. Il a un mode de vie hallucinant, exemplaire. Si on tient aussi longtemps, Djokovic va fêter ses 39 ans, Nadal s'est arrêté à 38 ans. Mais pour parler de Ronaldo, alors lui, il observe ce que vous appelez le sommeil polyphasique, plusieurs phases de sommeil. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Ouais, typiquement, c'est le sommeil qu'on retrouve chez certaines catégories bien spécifiques de sportifs, en l'occurrence les navigateurs, notamment ceux qui sont engagés en ce moment sur le Vendée Globe, la course en solitaire autour du monde. Et effectivement, le sommeil polyphasique, c'est finalement multiplier de courts épisodes de sommeil sur 24 heures pour en cumuler, avoir un temps de sommeil suffisant. Donc effectivement, il y a différentes manières de s'y prendre. Les navigateurs en général sont des siestes plutôt courtes, autour de 30 minutes, parfois jusque 1 heure lorsque les conditions météo le permettent. Et puis ils mettent leur réveil, c'est-à-dire. Effectivement, ils mettent leur réveil, ou alors il y a un réveil, et puis effectivement, ils sont aussi tellement entraînés sur cet aspect de sieste qu'ils continuent de percevoir aussi les bruits, les mouvements du bateau. Mais effectivement, en général, par sécurité, ils vont mettre un réveil. Et puis, certains, comme Ronaldo, pratiqueraient le sommeil polyphasique en multipliant des cycles de sommeil d'environ 1h30 régulièrement répartis sur 24 heures. Donc voilà, c'est... Quand vous dites 6 siestes, c'est ça, il y a autant de repas, dans sa façon de s'alimenter, c'est différent de ce qu'on fait nous. Alors je pense qu'il faut se méfier un petit peu de ce qui est dit, ce qui est réellement pratiqué, parce que c'est aussi des manières aussi de faire le buzz. Il y a aussi différentes croyances, différents effets de mode autour du sommeil et de la santé en général. Donc je pense que le sommeil polyphasique qui se justifie uniquement dans cette condition particulière des navigateurs, qui doivent rester un maximum vigilants à la barre, faire les bons choix météo,
tout en dormant suffisamment sur 24 heures. Donc ça, je pense que ça se justifie pour toute personne qui vit sur cette logique d'alternance du jour et de la nuit dans un but de performance. Il y a tout intérêt à dormir et à bien dormir la nuit. Il y a tout de même une orthorexie de la part de Ronaldo, le footballeur, parce qu'il avait dit qu'à passé l'âge de 33-34 ans, il ne pouvait plus avoir la même carrière et qu'il fallait qu'il se grée sur l'âge un peu plus tardif pour un sportif venant. Donc cette orthorexie qui consiste à faire 2000 abdos par jour, 1000 pompes, il est hallucinant de ce côté-là. 6 repas par jour, 9 heures de sommeil, 6 siestes micro-flash. Il y a quand même quelque chose de dingue. Vous avez l'air de dire que ça fait quand même partie du buzz, là, peut-être les 1000 pompes. Ouais, et puis vous avez utilisé le terme d'orthorexie qui fait référence notamment aux personnes un petit peu obsédées par l'alimentation et l'alimentation qu'ils estiment être la plus saine pour eux. Donc il y a vraiment cet aspect de rigidité. On retrouve la même chose dans le milieu du sommeil, c'est l'orthosomnie. Donc ça, c'est un terme qui est apparu plus récemment et qui décrit effectivement, c'est une pathologie. Hein, ça concerne des personnes obsédées de manière disproportionnée par leur sommeil, d'obtenir la bonne quantité, la bonne qualité de sommeil. Et ça a notamment été favorisé par l'apparition des appareils connectés. Voilà, des appareils connectés, des nouvelles technologies, des applications santé qui vous promettent d'enregistrer votre sommeil et puis de vous dire finalement comment est-ce que vous avez dormi. Qui favorise l'addiction et qui favorise... Oui, gros problème pour très peu, pour la grande majorité d'entre elles ne sont pas validées. Donc elles vous donnent des données qui sont peu fiables. Donc effectivement, prendre pour argent comptant ce que va vous dire votre application ou votre dernier outil connecté, ça peut poser souci de ce point de vue-là. Jamais après 23h30, les outils connectés. Juste un petit mot de l'anatomie, un petit mot de médecine, voilà. Le manque de sommeil augmente la gréline, G-H-R-E-L-I-N-E, la gréline qui stimule l'appétit et elle diminue la leptine qui régule la satiété. C'est vrai que si on dort mal, si on fait de mauvaises nuits, on a plus faim le lendemain et on stocke davantage. Oui, effectivement, c'est l'un des facteurs de risque du manque de sommeil sur le long terme, c'est de favoriser le surpoids, voire l'obésité, le risque de diabète aussi. Et donc ça s'explique en partie par effectivement cette perturbation de la sécrétion de 2 hormones importantes, la leptine, la gréline, vous l'avez dit, qui régulent les sensations de faim et de satiété. Et effectivement, je pense que vous l'avez déjà constaté, après une nuit blanche, on ne va pas forcément faire les meilleurs choix d'un point de vue alimentaire. On va se diriger vers des aliments un petit peu plaisir, qui favorisent le circuit de la récompense, typiquement des aliments gras et sucrés. Mais c'est vrai que c'est factuel, Serge en parlait en première partie. Une nuit de 5 heures est associée à un manque de précision. Vous parliez de Stephen Curry, le joueur de basket de l'équipe américaine de basket. Envoyer des tweets entre 23h et 7h du matin, la nuit précédant un match, réduit les performances du 10 matchs. C'est 1 point de moins en moyenne. Il y a des analyses qui ont été faites et une baisse de 2% au lancer franc. Stephen Curry, il les a tous mis, donc il avait fait une bonne nuit. Il n'avait pas envoyé de tweet la veille. Je ne sais pas ce qu'il a fait la veille de sa finale face à la France. Et il y a 2 minutes de jeu en moins. Ouais, quand on a mal dormi, ça se ressent sur le terrain, puisqu'on parle des grands sportifs. Oui, effectivement. Et puis à l'opposé, il y a des études, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, d'extension de sommeil, qui ont notamment été menées avec des basketteurs universitaires américains, qui montrent que dormir davantage, stocker du sommeil, ça permet d'améliorer la performance au lancer franc, au tir à 3 points, d'être plus rapide sur le terrain aussi, de diminuer son temps de réaction. Donc effectivement, on retrouve le manque de sommeil a des effets négatifs sur la performance et l'extension en a des positifs. Bon voilà, si d'ici la fin de l'année, les gens qui nous écoutent, les auditeurs ont envie de devenir Ronaldo ou Stephen Curry, ils iront lire le livre pour voir un peu les secrets de ces grands sportifs. D'autres grands sportifs, ce sont les chirurgiens qui doivent mettre des choses en place. C'est Vladimir Mitz qui nous raconte ça à présent. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. On en a parlé. Bonjour Vladimir. Bonjour, cher réveillé. Cher réveillé, le dormeur doit se réveiller. C'était une chanson de mon adolescence. Grands sportifs, les chirurgiens, ils doivent mettre en place quand même, parce qu'ils ont au bout du bistouri, la vie des gens, la vie des patients tout de même. Que mettent en place les chirurgiens ? Grands sportifs et grands anxieux. Par exemple, il y a la nuit d'avant et la nuit d'après d'un chirurgien.
La nuit d'avant, on se fait un film sur l'opération difficile de la journée et donc on se crée des scénarios. Et c'est un peu compliqué de s'endormir. C'est un souci qu'on a parce qu'on a un film qui est permanent, qui passe avec les différentes possibilités. Un vaisseau qui claque, une mauvaise incision, un problème qu'on n'avait pas prévu, la demande d'une patiente qui au dernier moment nous a précisé qu'elle voulait encore quelque chose de plus pendant l'opération. Donc ça trotte dans la tête et l'endormissement est difficile. Et la nuit du lendemain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on revoit le film de l'opération qu'on a faite, on essaye, comme un compte-rendu opératoire visuel, un deuxième film qu'on fait dérouler pour voir à quel moment, là, peut-être qu'on a eu un petit souci, il faudra surveiller ceci ou cela. Et donc, vie du chirurgien, elle est comme ça, constellée de nuits qui se suivent avec des films qui passent et qui dépassent. Ça fait penser à André Dussolier qui rentrait chez lui le soir d'une journée de tournage et qui rejouait toutes les scènes, qui n'arrivait pas à trouver le sommeil parce qu'il les avait pas bien faites. Alors, pour trouver le sommeil, pour nous, il y a quelques trucs. Par exemple, quand on a opéré pendant très longtemps, ce qui arrive quand on fait des opérations de microchirurgie ou de réimplantation, en plus qui sont très précises, où on est hyper concentré sur un champ opératoire qui fait 4 cm². Et donc, il y a des trucs. Et les trucs que l'on fait, c'est on doit à un moment donné s'arrêter au milieu de l'opération. Et on s'arrête quand il y a un temps mort, on a fait un acte déjà important, on sait qu'on va enchaîner sur l'anastomose de l'artère ou de la veine sont faites, et on va s'occuper maintenant des nerfs ou de réparer les tendons. Et donc, on s'arrête, et même ce que je faisais moi, je sors dehors, je m'habille, et je sors dans la cour, je respire un peu d'air frais, je prends mes assistants avec moi, parce que c'est important qu'eux aussi soient un peu dans la même disposition. Et s'il y en a un qui est fatigué ou si je suis épuisé, je vais me mettre dans un fauteuil, non pas couché, mais dans un fauteuil, non pas la tête dans les bras comme dans une bibliothèque où on voudrait dormir sur un livre, mais un petit peu la tête vers l'arrière. On ferme les yeux et je dirais pendant une dizaine de minutes, franchement, on arrive à plonger dans une sorte de sommeil dont je ne sais pas quelle est la caractéristique de profondeur, mais je ne me souviens pas qu'on rêve à ce moment-là. C'est vraiment un sommeil réparateur auto-induit et on n'a pas besoin d'un réveil pour se réveiller parce qu'il y a une espèce d'horloge qui est en nous et qui nous fait nous réveiller au bout d'une dizaine de minutes. Donc là, on se redresse et franchement, on est prêt à redémarrer. Et on peut redémarrer comme ça pendant plusieurs heures d'intervention qui se suivent. Alors, je ne sais pas si c'est applicable à tout le monde, mais je voulais vous poser donc la question, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est chirurgien et quand on fait cette espèce de rétablissement d'un sommeil qui est réparateur? Ouais, si c'est possible de rentrer, d'initier le sommeil à ce moment-là, en particulier s'il y a un niveau de fatigue important lié à la concentration, la vigilance sur les heures de l'opération. On l'initie par la respiration, monsieur Medvedev. Ça peut être favorisé, et c'est vrai que voilà, j'en parle dans le livre aussi. Ouais. Voilà, il y a un entraînement à la sieste qui existe. Le C'est-à-dire départ que- en respiration ventrale, je crois, vous dites. Alors voilà, des protocoles de cohérence cardiaque où on va voilà, prolonger l'expiration pour renforcer le système nerveux parasympathique. C'est une stratégie pour potentiellement favoriser l'endormissement. Mais effectivement, il y a quelques études qui ont été menées, notamment à la Pitié-Salpêtrière, qui ont aussi montré que voilà, juste quelques dizaines de secondes de sommeil lent léger, peut derrière aussi favoriser la créativité, l'originalité, voilà, qui est aussi une forme de performance. Donc voilà, des siestes aussi courtes que celles que vous pratiquez peuvent être évidemment bénéfiques pour à la fois restaurer un niveau de vigilance pendant les 1-2 heures qui suivent la sieste, mais aussi tout simplement être plus performant. Et comment on fait pour être vigilant immédiatement après cette courte période où on peut être un petit peu sonné? Je pense, Vladimir, on parlait Non, justement, de- ce qui est paradoxal, d'ailleurs, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de boire du café ou de prendre des drogues pour ne pas dormir? Moi, ça nous a toujours paru, en tant que chirurgien, inutile. Bien entendu, Ça on fait a un trembler. ennemi. Ça fait L'ennemi trembler. absolu, oui. On a un ennemi qui est absolu, c'est l'alcool. L'alcool est monstrueusement négatif. Tous les chirurgiens que j'ai connus et qui avaient bu en salle de garde ou qui avaient fait des repas arrosés ont tous été amoindris dans leurs prestations chirurgicales lorsque je les ai vus opérer dans les heures qui ont suivi. Oui,
Des courtes siestes comme ça ne sont pas suffisamment longues pour être touchées par le phénomène d'inertie de sommeil qu'on éprouve tous, notamment le matin après une bonne nuit de sommeil lorsqu'on est tiré du sommeil par le réveil. Sur de courtes siestes comme ça, c'est pas suffisant. Le phénomène d'inertie de sommeil, vous l'éprouverez davantage après des siestes typiquement d'1 heure. Vous allez vous réveiller en plein sommeil lent profond avec des difficultés pour émerger. Mais typiquement, sur des courtes siestes comme ça, où on reste sur du sommeil lent léger, on peut facilement redémarrer après. Et puis, j'en parle aussi dans le livre, il y a ce phénomène évoqué par les Italiens, notamment du nappuccino, qui consiste à associer un café que vous prendrez avant une courte sieste et qui vous permettra effectivement de vous réveiller pleinement alerte, puisque la caféine met un certain temps à faire son effet. En fait, on constate le pic de caféine 1 heure après l'ingestion. Donc effectivement, ça peut être une bonne stratégie pour certaines personnes qui craignent ce réveil un petit peu difficile de prendre leur café avant une sieste d'environ une demi-heure et finalement de se réveiller pleinement alerte et de bénéficier à la fois de l'intérêt de la sieste et de la caféine pour le coup. C'est important, quoi. Malgré le terme expresso, ça n'agit pas immédiatement. Nappuccino, donc effectivement, c'est la contraction de nap, qui est sieste en anglais, et puis du Et l'alcool cappuccino. Alors l'alcool, effectivement, vous avez vu très juste, c'est à la fois délétère pour la qualité du sommeil qui vient, et puis on en parlait tout à l'heure, on fait souvent la comparaison entre le manque de sommeil et l'altération des performances cognitives en termes de temps de réaction, de prise de décision, qu'on retrouve avec un niveau d'alcoolémie important. Ça ressemble, Vladimir, un petit peu là, à une forme de méditation. Est-ce que vous n'allez pas chercher, avant d'observer ces 10 minutes, 20 minutes, la tête dans les étoiles. un peu dans les étoiles, est-ce que vous n'allez pas chercher des images bien heureuses ? Non, je dois dire que c'est plutôt un écran noir. On plonge très rapidement dans un océan noir dans lequel tout semble se remettre en place, se reconstituer et surtout aussi se préparer à une nouvelle énergie physique pour pouvoir manipuler, puisque les chirurgiens, nous travaillons avec nos mains et avec précision, et que pour le moment, les robots ne sont pas aptes à faire toutes les activités. Et donc, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est très utile, c'est ce que vous racontez. Je pense que nous sommes, en tant que chirurgiens, des sportifs, qui nous ignorons parfois d'ailleurs. La question que je souhaitais vous poser, Vladimir, c'est que fait-on un lendemain de garde ? Parce qu'autrefois, vous preniez les gardes et vous enchaîniez un tableau opératoire obligatoirement, d'après ce que vous dites, avec une réduction des performances. Oui, le lendemain de garde, actuellement, il est réparable pour les internes qui prennent des gardes trop longues, parce que l'État a bien compris que les performances du lendemain d'une garde de 24 heures étaient beaucoup moins bonnes et qu'il y avait des erreurs médicales qui pouvaient être faites, des erreurs de comportement, surtout vis-à-vis des patients ou des personnages qui sont autour du collègue qui a fait cette garde. Et donc la recommandation est qu'ils prennent un repos de 7 heures pour récupérer. Mais autrefois, nous n'avions pas cela. Et je dois dire qu'on s'était assez bien adapté parce que la passion du travail, cette merveilleuse capacité d'exercer et de traiter des blessés, de les recevoir, c'était quelque chose qui était tellement stimulant. Aussi de revoir les patients qu'on avait opérés. On a toujours l'anxiété de celui qu'on a opéré il y a quelques heures. Comment ça va ? Est-ce que son doigt survit ? Est-ce que son état est bon ? Donc tout cela était tellement stimulant que dans le fond, la journée d'après se passait pas trop mal. Mais par contre, c'était le surlendemain, la nuit du surlendemain, qui était la nuit de récupération, où en général, on avait besoin de dormir un petit peu plus que d'habitude. C'est le petit sketch de Pierre Desproges. Pour lutter contre l'insomnie, il passe des nuits à se lever pour aller se faire des infusions, pour se calmer, se détendre. Puis il va aux toilettes, puis il se recouche, puis il se relève pour se refaire un peu de passiflore, de la valériane, puis il se relève pour aller aux toilettes, ça. Et puis finalement, il est 8h du mat', il n'a pas dormi pour lutter contre l'insomnie. Il était embêté, Pierre Desproges, parce que toutes les nuits, il devait se lever il avait les mêmes idées que vous, pas pour les mêmes faits, mais il notait, lui, des idées. Il pensait à ses textes toute la nuit et ça l'empêchait de dormir. Ça nous amène à la mélatonine. On avait parlé lors d'une précédente émission, Mathieu Nedelec, de l'importance d'aller se coucher avant minuit pour cette hormone naturelle qu'est la mélatonine. Est-ce que vous confirmez ? Que pensez-vous de ça ? On avait entendu dire 23h, 23h30 max, sans écran.
vous l'avez dit tout à l'heure, dans le noir, mais par rapport à cette mélatonine. Après minuit, c'est plus compliqué d'arriver à trouver le sommeil. Alors encore une fois, ça va dépendre du chronotype qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, les heures de sommeil avant minuit ne comptent pas double, comme on entend parfois. Ça va vraiment être dépendant de votre chronotype et de vos horaires préférentiels de sommeil. Pour un chronotype du matin, voilà, couche tôt, lève tôt, ça va être important effectivement d'aller chercher et de s'endormir suffisamment tôt le soir. Pour un couche tard, voilà, typiquement, c'est une personne qui va trouver le sommeil après minuit et elle le vivra très bien, en tout cas pourvu qu'elle ait la possibilité aussi de se lever suffisamment tard le lendemain matin. Mais effectivement, la question de la mélatonine va être dépendante de l'exposition lumineuse. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, notamment au cours de l'heure qui précède le coucher, c'est important de chercher à progressivement réduire l'intensité lumineuse et ensuite dormir dans un environnement le plus obscur possible. Et puis, dans le livre, je propose aussi différents conseils nutritionnels. Il y a des aliments qui permettent de favoriser une sécrétion naturelle endogène de mélatonine. Donc voilà, ça peut aussi faciliter les choses plutôt que d'aller vous procurer un nouveau complément alimentaire en pharmacie. Et ça peut être dangereux, puisque vous parlez des grands sportifs. Il y a le joueur de tennis grec Tsitsipas qui a pris de la mélatonine. Il se retrouve à Roland-Garros, je crois. Voilà, en 2023. En 2023, et il se prend une belle raclée contre Carlos Alcaraz. Et là, vous dites que c'était peut-être parce qu'il avait confié avoir pris de la mélatonine qui a un petit effet endormisseur. Effectivement, il y a une variabilité importante d'un individu à l'autre sur la production naturelle endogène de mélatonine. Donc effectivement, un complément alimentaire à base de mélatonine, pris à un certain moment dans la soirée, selon une posologie qui est relativement fixe et fixée, ça peut être finalement délétère pour la synchronisation de notre horloge biologique et ça peut même conduire effectivement à des niveaux de somnolence un petit peu résiduels, particulièrement importants. Donc ça peut être finalement délétère aussi pour la performance. Mais vous nous avez mis l'eau à la bouche, alors quels sont ces aliments qui favoriseraient le sommeil, à contrario ? Alors ça va être des aliments notamment riches en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine. Donc on va en trouver dans par exemple les graines de courge, la viande blanche, typiquement la dinde, le poulet. Il y a certains aliments aussi qui sont naturellement riches en mélatonine, le jus de cerise par exemple. Donc c'est des exemples d'aliments qui peuvent trouver leur place sur la table du dîner. Les cerises de Montgomery. Non, de Montmorency. Pour être exact. Et le kiwi, pourtant il y a plein de vitamine C là-dedans, mais vous dites que c'est pas mal d'en prendre. Oui, donc ça c'était un petit peu pour le clin d'œil. Il y a une étude qui a montré l'intérêt de consommer 2 kiwis en soirée. Ne conseillez pas ça à nos auditeurs qui vont faire plein de clins d'œil toute la nuit. S'ils prennent 2 kiwis, ils vont pas fermer l'œil, ils vont cligner de l'œil. Encore des lobbies qui interviennent. Alors, c'est une étude qui l'a montré, la différence des autres aliments pour lequel le niveau de preuve est supérieur. Mais il y a aussi un impact de la consommation de fruits sur le système antioxydant, qui est aussi impliqué dans la régulation du sommeil et l'initiation du sommeil. Donc c'est par ce biais-là que les kiwis pourraient être intéressants. Bon alors comme il nous reste très peu de temps, mais qu'on s'intéresse au fait de mieux dormir grâce aux grands sportifs, vous dites par exemple l'importance de la literie sur le Tour de France. La caravane du Tour, elle embarque avec elle les lits dans lesquels les coureurs ont l'habitude, les vrais lits. Leur lit à eux. Alors effectivement, il y a certaines équipes qui ont fait le pari au cours des dernières années, de transporter le matelas ou le surmatelas de chaque coureur sur chaque étape. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'effet première nuit et le fait de dormir finalement chaque soir dans un environnement qu'on ne connaît pas. Le surmatelas, outre la qualité du couchage, il va aussi permettre de recréer un petit peu de familiarité dans un environnement qui n'est pas... Et ça te fait gagner le Tour de France. C'est la dernière minute. Malheureusement, on avait plein de... C'est plus facile si tu t'appelles Pogacar, apparemment. Pogacar, il a peut-être un bon épéda multispire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Serge ? Écoutez, pour le reste, on en retournera à la lecture de cet ouvrage tout à fait intéressant. Mathieu Nedelec, chercheur à l'INSEP en physiologie de la performance, avec Alix Lefief-Delcourt, l'ai-je bien prononcé, j'espère, oui. Et une préface de Michel Simès, Dormez mieux grâce aux secrets des grands sportifs. On a presque tout dit, on n'a pas parlé de cet ultra-trailer qui avait une vie intéressante, mais voilà, il a modifié des choses et puis en tout cas il a réalisé des
des performances tout à fait exceptionnelles, puisque les auditeurs qui nous écoutent sont également de grands performateurs exceptionnels, avec la contribution de Stéphane Diagana, Jean Galfione, Lénaïque Corson, Yann Schrub, dont on a parlé, etc., etc. Dormez mieux, passez de belles fêtes. Merci Vladimir, merci Serge Rafal, docteur Serge Rafal, et merci Serge Surpin, dont je suis très content aujourd'hui. Il n'a pas dormi une seule minute, contrairement à toutes les autres fois où il dort un peu du côté de la régie. Mais là, c'était parfait. Allez, à bientôt après les fêtes. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.